Et salut à tous bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre série Explique-moi en 5 minutes, et je vais tenter de vous expliquer la programmation orientée objet en maximum 5 minutes donc. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. La programmation orientée objet, qu'on appelle aussi POO, est parfois mise en opposition à la programmation procédurale considérée comme un peu plus classique. En réalité, il s'agit juste d'un autre paradigme, d'une autre manière de penser son application, et donc d'une nouvelle manière d'implémenter son code. Il n'y a pas une programmation qui est meilleure que l'autre, ça va clairement dépendre du contexte. Le développeur que vous êtes va tenter d'identifier des briques logiques dans la solution qu'il essaye de mettre en œuvre, au travers de son code. Ces briques, les objets, vont venir architecturer son application comme des briques fabriquent une maison. En programmation, ces briques sont appelées des objets, et ils sont créés à partir de classes. On peut voir une classe un peu comme un moule à gâteau. Une fois qu'on a construit ce moule avec des propriétés spécifiques comme sa largeur, sa hauteur, son poids, sa forme, on a la possibilité de créer une multitude de gâteaux. Et bien avec une classe, on a la possibilité de créer une multitude d'objets. Admettons que l'on veuille concevoir un jeu dans lequel on pourra s'occuper de chiens. Et bien très vite, on va identifier le meilleur ami de l'homme comme une classe de notre projet. Une classe est définie par un nom, ici chien. Elle possède un ensemble de propriétés qui vont définir notre futur objet. Il y aura par exemple le nom du chien, la race, la taille, le poids. Une propriété est allongée qui définira si oui ou non le chien est allongé, etc., etc. Et elle possède enfin des méthodes. Les méthodes, ce sont des fonctions qui vont pouvoir être directement exécutées depuis l'objet créé. En général, elles vont influer directement sur les propriétés de l'objet. Par exemple, lorsque on va créer notre chien, il va avoir sa propriété est allongée qui sera à faux, puisqu'on va estimer qu'il sera debout, en train de marcher ou de courir par exemple. Mais quand on va appliquer à notre objet la méthode dormir, eh bien ça va venir changer la propriété est allongée à vrai, à true. Donc on voit que la méthode, dans ce cas dormir, va directement venir influer sur la propriété est allongée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à voir un objet comme une entité qui a une existence propre et qui quelque part s'autogère grâce à ses propriétés et à ses méthodes. L'objet a clairement un cycle de vie au sein de notre programme. Chaque propriété et méthode de la classe a un niveau d'accessibilité défini lors de la création de la classe. Cela peut être private, protected ou public. Public, ça signifie que la propriété du futur objet sera accessible et modifiable depuis n'importe quel endroit de l'application, même en dehors de la classe. Protected, ça signifie que la propriété ne pourra être accessible et modifiable qu'au sein même de la classe et également depuis ses classes filles. Ça implique la notion d'héritage qu'on va voir dans un petit instant. Et enfin, le niveau private, ça signifie que la propriété ne pourra être accessible et modifiable qu'au sein de sa classe, et nulle part ailleurs. Généralement, on fera en sorte que les propriétés d'une classe aient un niveau au minimum protected, voire private. Cette notion de protection vise à respecter un principe fondamental de la programmation orientée objet, l'encapsulation. Les propriétés sont définies au sein de la classe et elles ne sont modifiables que par la classe elle-même. Ainsi, comme la classe et l'objet qui en découlent vont se gérer eux-mêmes, il n'y aura pas de risque de corruption des propriétés depuis l'extérieur de la classe. Lorsqu'on crée une application sous forme d'objet, on se rend compte parfois qu'il faut pouvoir hiérarchiser ces objets. Si on choisit par exemple de créer un RPG, un jeu de rôle, il va falloir réfléchir à la conception et à l'organisation des armes. Or, on ne se sert pas de la même façon d'un couteau que d'une hache ou encore d'un arc. C'est pourquoi on peut créer une classe arme, qui va contenir des propriétés et des méthodes communes à tous les types d'armes, par exemple son poids, la taille qu'elle va prendre dans l'inventaire du joueur, sa valeur, etc. Mais ensuite, on va créer une classe pour la hache, une classe pour le couteau et une classe pour l'arc. Et chacune va hériter de sa classe mère, la classe arme. Ça signifie que chacune d'elles va bénéficier automatiquement de toutes les propriétés et de toutes les méthodes de la classe arme sans avoir besoin de les redéfinir dans chacune d'elles. En revanche, et c'est tout l'intérêt de l'héritage, elles vont pouvoir avoir des propriétés et des méthodes supplémentaires qui leur sont propres. Par exemple, l'arc va avoir une propriété type corde qui va définir la qualité du cordage qui va peut-être influer sur la vitesse des flèches qu'on va lancer.
Ça ferait aucun sens de mettre cette propriété au niveau de la classe mère arm, puisqu'elle est trop générique. Et c'est pareil aussi pour la classe H. Elle pourrait par exemple avoir une propriété lame émoussée qui va définir le niveau d'usure de la lame. Et là, bande de codeurs, je vous vois venir et vous vous dites peut-être « Ouais mais attends, le couteau c'est exactement la même chose, il peut aussi avoir une usure de la lame. » Et vous auriez complètement raison. Et pour remédier à ça, rien ne nous empêche, et c'est peut-être même mieux de le faire, de créer une classe intermédiaire entre arme et couteau et hache, qui s'appellerait par exemple arme blanche. Et c'est dans cette dernière qu'on placerait la propriété lame émoussée. Et pas d'inquiétude, couteau et hache bénéficieront toujours, en plus des propriétés et des méthodes d'arme blanche, des propriétés et des méthodes d'armes, qui se situent à un niveau supérieur. L'héritage, c'est également un des principes fondamentaux de la programmation orientée objet. Enfin, un dernier principe dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Il y a différents types de polymorphisme, mais moi je vais vous parler du polymorphisme d'héritage. Admettons qu'on ait une méthode coupée dans notre classe arme blanche, qui renvoie X points de dégâts et qu'on va appliquer à notre ennemi lorsqu'on va utiliser notre arme. Notre classe couteau, sans rien lui rajouter, pourra utiliser cette méthode, donc l'hériter de arme blanche, qui est sa classe mère. Mais pour la hache, on estime que c'est pas suffisant. Comme c'est une arme à deux mains, qui est plus puissante et un poil plus barbare, on estime que les dégâts doivent être bien plus importants. On va donc pouvoir redéfinir la méthode coupée au sein de notre classe hache, qui va par exemple doubler les points de dégâts et potentiellement renvoyer une probabilité de démembrement. Ouais, je sais, c'est super gore, mais là on parle d'une hache quand même. Bande de codeurs, j'espère que cette vidéo d'introduction à la programmation orientée objet vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait aider un proche. Enfin, merci de vous abonner à la chaîne pour être sûr de rater aucune future vidéo et d'activer la cloche des notifications. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt bande de codeurs.